Regardez un peu ça. Des chercheurs viennent de trouver des empreintes de pas très anciennes d'une famille d'humains disparus il y a, accrochez-vous bien, 300 000 ans. Ces empreintes appartiennent à un groupe d'Homo heidelbergensis. Plutôt difficile à prononcer, mais je m'en suis sorti. Ces hommes étaient donc très avancés pour leur époque. Ils construisaient des maisons et chassaient de gros animaux. Malheureusement, ils n'ont pas supporté le changement climatique et ont disparu il y a environ 28 000 ans. Non, ce n'était combat des mauviettes. Croyez-moi, le temps était vraiment rude à l'époque et ils ne pouvaient pas se contenter d'une doudoune comme nous le faisons aujourd'hui. Une équipe de l'université de Tübingen a donc fait cette découverte en Allemagne, où elle a trouvé des empreintes parfaitement conservées dans une forêt au bord d'un lac. Apparemment, des éléphants, des rhinocéros et d'autres animaux venaient se détendre au bord de l'eau, tout comme cette famille de Heidelberg. Les scientifiques pensent qu'il s'agissait probablement d'une sortie familiale et non pas d'un groupe de chasseurs adultes, car il y avait aussi des empreintes de petits-enfants. Selon la saison, ils pouvaient manger des plantes, des fruits, des feuilles, des pousses et des champignons tout autour du lac. Les experts ont même trouvé des traces d'une espèce d'éléphant disparu qui pesait jusqu'à 13 tonnes. Vous imaginez voir l'un de ces éléphants en personne. Pour rappel, 13 tonnes, c'est environ 45 fois le poids d'un cochon. Groin, groin. En creusant à Schöningen, les chercheurs sont tombés sur des empreintes d'éléphants de 55 cm de long. Et oui, plus de la moitié d'un mètre. Et ils ont même trouvé des fragments de bois dans les ornières laissées par les éléphants. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ils ont également découvert une empreinte de rhinocéros datant du Pléistocène, ce qui est assez incroyable. C'est la première fois qu'ils trouvent une empreinte de cette espèce en Europe. Personne n'aurait pu imaginer que les rhinocéros avaient de si grandes pattes, sauf ceux que cette énorme bête a piétiné. Pendant ce temps, au Nouveau-Mexique, des archéologues britanniques et américains ont trouvé d'anciennes empreintes de pas humains datant de 23 000 ans. Ils ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer quand ces empreintes ont été faites. Et il s'avère qu'elles remontent au dernier maximum glaciaire. À cette époque, des nappes glaciaires recouvraient une grande partie de l'Amérique du Nord. Et le niveau de la mer était plus bas qu'aujourd'hui. On a toujours pensé que l'homme était arrivé en Amérique du Nord il y a 13 à 16 000 ans. Mais ces empreintes nous suggèrent que nos ancêtres erraient dans ce coin bien plus tôt que cela. Certains pensent même que l'homme était déjà présent en Amérique du Nord il y a 33 000 ans, mais tout le monde n'est pas convaincu. Bien. Et s'il y a des empreintes de pas, il doit forcément y avoir eu des chaussures aussi, n'est-ce pas? Les chercheurs n'ont peut-être pas trouvé de mocassins Gucci, même s'ils existent depuis 1953. Mais ils ont découvert une grotte en Arménie remplie d'objets anciens datant de l'âge du cuivre. Et devinez quoi? Parmi ces objets se trouvait une chaussure très bien conservée, qui est aujourd'hui la plus ancienne chaussure jamais découverte. Cette chaussure était constituée d'une seule pièce de cuir de vache, ce qui est plutôt rare aujourd'hui, malgré toutes les améliorations technologiques sophistiquées dont nous disposons. Voilà ce qu'on appelle de la haute qualité. Aujourd'hui, les créateurs de chaussures les plus branchés tentent de copier cette technique de la coupe entière. Cette chaussure était également enduite d'une sorte d'huile végétale pour une plus grande durabilité. Elle avait même des lacets qui se croisaient à travers une série de trous, tout comme nos chaussures de sport bien-aimées. Ce modèle pour femme, d'une taille équivalente à un petit 39, laisse penser qu'elle a été fabriquée sur mesure pour une personne fortunée. Pouvez-vous vous imaginer porter de telles chaussures à l'époque? On devait en parler dans tout le village. Et puisque nous parlons de chaussures, vous savez, cette sensation désagréable que l'on ressent lorsque l'on marche sur quelque chose de collant. Surtout si l'on porte une paire de baskets blanches flambant neuves. Non, n'ayez pas peur, je ne parle que de chewing-gum. Un gros malabar collé à sa chaussure, c'est un vrai désastre. Au cours d'une fouille en Finlande, Sarah Pikin, une étudiante britannique en archéologie ultra cool, a trouvé un morceau de chewing-gum néolithique vieux de 5000 ans fabriqué à partir de goudron d'écorce de bouleau. Il portait même des traces de dents. Qui aurait cru que nos ancêtres aimaient aussi les chewing-gums? Apparemment, le goudron d'écorce de bouleau a des propriétés antiseptiques. On pense donc que les gens du néolithique en mâchaient pour soigner les infections de la bouche et des gencives. Il semblerait donc que l'humanité consomme des chewing-gums depuis la nuit des temps. Quelle tradition! Les créateurs du passé lointain n'avaient pas que des chaussures à offrir aux fashionistas préhistoriques. Vous ne trouverez jamais une pièce pareille dans la grande distribution. Et je ne suis pas sûr que vous ayez plus de chance dans les boutiques haut de gamme. Oui, il s'agit du plus vieux sac à main jamais découvert. Et oui, ces petites décorations, là, ce sont bien des dents de chien.
Selon un archéologue, ces dents faisaient fureur en 2500 avant notre ère. Les gens en mettaient partout, sur les vêtements comme sur les bijoux. Mais ce sac à main avait quelque chose de spécial. Il comportait plus d'une douzaine de dents et était très élégant, ce qui signifie que sa propriétaire était sûrement une célébrité. Malheureusement, le sac à main lui-même n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Il ne reste que ses dents, orientées dans la même direction et ressemblant à un rabat de sac à main moderne. Cela devait être très chic à l'époque, mais nous avons bien fait d'abandonner cette mode pour nos accessoires. Avez-vous entendu parler de la découverte d'un dinosaure sur la côte du Yorkshire? Il arrive que les scientifiques découvrent non pas des empreintes humaines, mais des empreintes de dinosaures. Cette fois, ils ont trouvé une empreinte de dinosaure qui pourrait avoir été déposée par un prédateur au cours d'une pause, il y a 166 millions d'années. Vous imaginez un T-Rex se prélassant sur la plage, un smoothie à la main? Ce fossile d'1 mètre de long, repéré dans la baie de Burniston, près de Scarborough, est le plus grand jamais découvert dans la région. L'équipe de chercheurs qui a étudié l'empreinte a conclu qu'elle avait été faite par un carnivore géant de type Megalosaurus, soit un gros dino affamé. Cette empreinte est la plus grande laissée par un théropode, un groupe de dinosaures bipèdes dont fait partie le tristement célèbre Tyrannosaurus rex. Il s'agit donc de créatures vraiment grandes et effrayantes. Un paléontologue de l'université de Manchester a déclaré que cette découverte avait jeté un nouvel éclairage sur le comportement de ces géants carnivores. Apparemment, les caractéristiques de l'empreinte suggèrent que ce grand prédateur s'accroupissait avant de se lever. Peut-être était-il en train de faire du yoga ou d'aller aux toilettes? Qui sait? Une autre archéologue, Mary Woods, est tombée sur cette empreinte alors qu'elle ramassait des coquillages sur le rivage. Elle a déclaré qu'elle n'en avait pas cru ses yeux. Personne ne s'attend à trouver l'empreinte d'un dinosaure géant en ramassant des palourdes. Heureusement, Mary Woods et Rob Taylor, un collectionneur local de fossiles, ont sauvé la fragile empreinte du rivage. Les experts les avaient prévenus qu'elle risquait d'être perdue à cause de l'érosion ou des glissements de terrain. Il est désormais prévu que l'empreinte soit exposée au Rotunda Museum de Scarborough. Mais nous avons d'autres nouvelles concernant ces gros animaux disparus. La sécheresse qui sévit au Texas a révélé des empreintes vieilles de plus de 100 millions d'années. En effet, de multiples empreintes de dinosaures ont été découvertes récemment dans le parc d'État de Dinosaur Valley, dans le nord-ouest du Texas. Les sécheresses ont provoqué le tarissement presque total d'une rivière qui traverse le centre du Texas, et c'est ainsi que ces empreintes préhistoriques ont finalement été mises au jour. Ce gars-là était un gros bonhomme d'environ 4,5 mètres et pesait 7 tonnes. Il parcourait la région il y a plus de 113 millions d'années, selon le parc national. Environ 60 empreintes de ce dinosaure ont été retrouvées en raison de la sécheresse, et l'on estime à 140 le nombre total d'empreintes de ce dinosaure. Mais ce n'est pas tout. Des empreintes de Sauroposéidon ont également été découvertes. Cette créature mesurait 20 mètres de long et pesait environ 48 tonnes à maturité. Les experts pensent que l'Acrocanthosaurus chassait le Sauroposéidon, ce qui explique pourquoi leurs empreintes ont été retrouvées côte à côte. Mais il y a une chose étrange. Le Sauroposéidon était plus grand que l'Acrocanthosaurus. Un professeur peut-il m'expliquer pourquoi le plus petit mange le plus grand? En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple.
Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient recalculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles.
Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ces tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'Histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait été enveloppée dans un lin de raffiné et placée dans un cercueil richement décoré. Les scans ont révélé que ce dernier comportait une fente à l'arrière, utilisée par les embaumeurs pour ajuster le corps, ainsi que des détails artistiques, tels que des marques indiquant la position de ses genoux. Son enterrement semblait comparable, en termes de sophistication, à la conception d'une voiture haut de gamme. En juillet 1990, 4 amis tchèques décidèrent de partir à l'aventure pour trouver le ver intestin mongol, la créature qui a peut-être inspiré le monstre que vous avez vu dans le film Dune. On dit qu'il vit quelque part au fin fond du désert de Gobi. Ils prirent donc l'avion pour la Mongolie, montèrent dans un véhicule tout-terrain et engagèrent des guides locaux pour les aider. Tout cela pour rencontrer cette créature hypothétique qui mesure près de 2 mètres de long, qui crache un acide capable de faire fondre n'importe quoi, et qui peut même projeter des décharges électriques sur ses ennemis. La légende dit que ces aimables bestioles passent la plupart de leur journée cachées sous les dunes de sable, mais qu'elles aiment sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Le moment était donc parfaitement choisi, mais nos amis devaient encore trouver un moyen d'attirer la créature hors de sa cachette. Malheureusement pour eux, personne ne savait ce que ce ver géant aimait manger. Ils construisirent donc une machine spéciale qui émet des bruits de martèlement rythmés. Ils espéraient que cela ferait sortir le gros ver de son trou. Ils passèrent 2 mois fouiller le vaste désert, traversant dunes et plaines rocheuses à la recherche du moindre signe de l'effrayante créature. Hélas, cela ne fonctionna pas. Ivan Makerl, qui était le chef de l'expédition de 1990, fit par la suite plusieurs expéditions dans le désert de Gobi. Il essaya une première fois d'attirer le ver géant avec des explosions, et la seconde fois, il utilisa un petit avion pour explorer les dunes. Au fil des ans, des groupes américains, britanniques et néo-zélandais organisèrent de grandes expéditions dans la région pour tenter de trouver la créature. De nombreuses autres personnes vinrent du monde entier par leurs propres moyens, mais personne ne trouva quoi que ce soit. En Occident, on entendit pour la première fois parler du ver intestin mongol grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux servit probablement de modèle au personnage d'Indiana Jones. En 1926, il parle de cette créature dans son livre. Andrews entendit lui-même parler de la mystérieuse créature lors d'une réunion avec des dirigeants mongols qui pourtant ne l'avaient jamais vue de leurs propres yeux. L'un d'eux raconta qu'elle ressemblait à une saucisse d'environ 1/2 mètre de long, sans tête ni pattes.
Selon lui, le ver était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous tuer. Et il vivait dans les zones les plus isolées du désert de Gobi. Andrews ne croyait pas que cette créature était réelle, mais il évoqua ses témoignages dans un autre livre. En mai 2005, 4 chasseurs de monstres britanniques professionnels décidèrent de tenter leur chance. Ils firent des dessins du ver et engagèrent des gens du coin pour distribuer des prospectus dans tout le désert de Gobi. Ces prospectus promettaient une récompense à toute personne susceptible de fournir des informations sur la créature, ou de leur en apporter un spécimen. Selon eux, la machine bruyante que les autres explorateurs avaient utilisée avait plus de chances de faire fuir la bête que de l'attirer. Quelqu'un les renseigna, le ver aimait l'humidité. Ils élaborèrent donc un plan visant à bloquer les cours d'eau, afin de créer des zones humides qui attirent vers le ver. Mais cela ne fonctionna pas, car il était trop difficile de construire des barrages dans le désert. Ils finirent par utiliser de petits pièges, mais ne trouvèrent aucune preuve de l'existence du ver. Mais de nombreuses personnes leur racontèrent des histoires sur les créatures étranges qu'elles avaient vues au cours des 70 dernières années. Au fil des ans, les anecdotes sur ce monstre se répandirent dans le monde entier. Selon certaines d'entre elles, il ne mesurerait que 30 cm de long. Selon d'autres, il était aussi grand qu'un être humain. Il était blanc-gris, ou couvert d'écailles, et brun, ou encore charnu et rouge vif. Certains ont dit qu'il ressemblait à un serpent, ou peut-être à une chenille, ou encore qu'il avait des ailes, et pouvait voler. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être surnaturel maléfique, dépourvu de corps. Si ces histoires sont si différentes les unes des autres, et si toutes ces recherches n'ont jamais rien donné, c'est peut-être parce que la créature n'existe tout simplement pas. Il s'agirait d'un cryptide. Ces créatures telles que le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, dont l'existence n'a pas encore été prouvée. En 1983, un scientifique qui visitait la région a appris qu'un vieil homme avait réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité. Le scientifique s'est courageusement approché du trou dans le sable et a mis sa main à l'intérieur. Une créature géante l'a entraîné et on ne l'a plus jamais revu. Je plaisante, il a en fait trouvé un boa des sables de Mongolie. Il s'agit d'un serpent trapu, fouisseur, non venimeux, aux petits yeux et aux écailles gris-brun. Il l'a montré aux habitants de la région pour savoir s'il s'agissait bien du monstre de la légende. Et il semblerait que tous aient répondu par l'affirmative. La plupart des Mongols qui connaissent l'existence du ver croient fermement en sa réalité. Si les gens du pays disent donc communément que ce monstre est un ver, c'est par une sorte de raccourci. Dans de nombreuses cultures mongoles, ce mot a été utilisé pendant des siècles pour désigner tout animal jugé dangereux, en particulier les serpents, même ceux qui ne sont pas venimeux. Après tout, il ne s'agit pas forcément d'un ver au sens propre. Les vers sont mous, mais une créature vivant dans le rude désert de Gobi devrait avoir une peau assez résistante, plus proche de celle d'un serpent ou d'une sorte de lézard sans pattes. Aucune de ces créatures ne peut projeter de l'électricité ni cracher de l'acide, comme on le dit du ver intestin. Mais certains serpents, comme les cobras, peuvent cracher un venin très dangereux pour l'homme. Si elle était réelle, notre créature aurait une colonne vertébrale et les explorateurs auraient probablement découvert des ossements ou d'autres traces du même genre. Or, on trouve effectivement des fossiles dans tout le désert de Gobi. Les scientifiques y ont trouvé des représentants de plus de 80 groupes de dinosaures au cours des 100 dernières années. C'est là, par exemple, que les premiers nids d'œufs de dinosaures ont été découverts. Et cela a complètement changé ce que les scientifiques croyaient savoir sur ces grands animaux du passé. C'était la première preuve qu'ils pondaient en des œufs. Au cours des 2 années suivantes, la même équipe de chercheurs exhuma plus d'une centaine de fossiles de dinosaures qui furent transportés au Musée américain d'histoire naturelle, où vous pouvez encore les voir aujourd'hui. Certains d'entre eux nageaient dans la mer du Crétacé qu'on trouvait là il y a environ 71 millions d'années. Ils ressemblaient à nos oiseaux modernes. Le mystère du ver intestin n'est toujours pas résolu. Mais il y a une autre énigme que les scientifiques ont réussi à élucider. Au XIIIe siècle, un célèbre voyageur du nom de Marco Polo traversa le désert de Gobi. Il crut entendre des bruits mystérieux, des sons produits par des instruments de musique tels que des tambours. Il en parle dans son livre. Selon lui, il s'agissait des voix d'esprits tourmentés. Les scientifiques modernes appellent cela les sables chantants. Contrairement aux craquements que l'on peut entendre lorsqu'on marche sur une plage de sable, ces bruits du désert sont beaucoup plus puissants, comme ceux d'un instrument de musique jouant des notes profondes et obsédantes. Au fil des ans,
Les gens ont avancé toutes sortes d'idées sur l'origine de ces sons, comme la présence d'eau souterraine ou de vents qui feraient vibrer le sable. Cependant, ce phénomène n'est propre qu'à certaines dunes, et les scientifiques ont longtemps cherché à comprendre pourquoi. Parfois, le vent peut provoquer une petite avalanche, et l'on peut alors entendre cette étrange musique. Mais ce phénomène est rare. Pour l'étudier, les scientifiques ont donc dû aider les dunes à chanter, grimpant jusqu'au sommet, puis se laissant glisser sur le dos en utilisant leurs mains et leurs pieds pour pousser le sable vers le bas. Au fur et à mesure que le sable dégringolait, le son commençait à se faire entendre, puis devenait de plus en plus puissant. Les scientifiques sentaient eux-mêmes des vibrations dans leurs mains. Ils ont donc découvert que pour qu'une dune chante, il faut qu'un certain nombre de choses se produisent. Les grains de sable doivent avoir la bonne forme. La dune doit être grande et le sable doit être très sec. Pas de chanson après la pluie. À l'intérieur de la dune, il doit y avoir une couche dure de sable compacté qui agit comme un haut-parleur géant. Cette couche fait rebondir les ondes sonores, rendant le bruit de plus en plus intense et créant une mélodie envoûtante qui vient emplir tout l'air du désert. Et voilà le mystère des dunes musicales résolu. Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays. Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol, tandis que les historiens les appellent les sphères d'Iquiz, du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Iquiz a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques, les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Dikis, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Ferme 6, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient mises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentèrent de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine.
probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères. La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne. Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica, en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés. Il y en a même une à l'université de Harvard. Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie. La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse, et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Akrotiri, sur l'île de Santorin.
Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques, les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. En 2011, des chercheurs chiliens ont mis au jour en Antarctique un fossile singulier, évoquant un ballon de football écrasé. Pendant près de 10 ans, ce spécimen est resté sans étiquette spécifique, posé sur une étagère du Musée national d'histoire naturelle du Chili. Dans le musée, on l'appelait « La Chose », un surnom inspiré de son apparence digne d'un film de science-fiction. Lorsqu'ils ont finalement pu analyser ce fossile énigmatique, les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait en réalité d'un œuf géant à coquille molle, vieux d'environ 66 millions d'années. Cet œuf mesure plus de 28 cm de long pour 18 cm de large. À titre de comparaison, un œuf de poule standard excède à peine 6 cm, tandis qu'un œuf d'autruche avoisine les 15. Ainsi, La Chose s'est vue attribuer le titre de plus grand œuf à coquille molle jamais découvert et de deuxième plus grand œuf animal connu à ce jour. Le seul œuf plus imposant était celui de l'oiseau-éléphant de Madagascar, une espèce disparue qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, soit 3 mètres. L'oiseau, bien sûr, pas l'œuf. Cet œuf, découvert en Antarctique, est également remarquable car il représente le premier œuf fossile mis au jour dans cette région du globe. La créature qui l'a pondu devait être un reptile marin gigantesque, tel que le mosasaure. Cette hypothèse étonne, car la plupart des scientifiques pensaient que ces animaux ne pondaient pas d'œufs. Cette découverte pourrait donc profondément modifier notre compréhension de ces créatures. Enfin, cet œuf est unique en raison de sa coquille fine et dépourvue de pores, un trait qui le distingue des œufs de dinosaures, typiques. Son apparence rappelle davantage celle des œufs de lézards ou de serpents, bien qu'ils proviennent d'un animal colossal apparenté à ces espèces. Aucun dinosaure ou reptile volant connu de cette époque et de cette région ne semble capable de pondre un œuf aussi énorme. Tout porte donc à croire qu'il s'agit bien d'un mosasaure, bien qu'il soit impossible d'en être totalement certain. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies, étudiant 259 espèces de reptiles actuels, comme les lézards et les serpents, ainsi que leurs œufs. Grâce à ces analyses, ils ont estimé que la créature ayant pondu cet œuf devait mesurer au moins 7 mètres de long, sans inclure la queue, soit un monstre un peu plus grand qu'une girafe adulte. Durant la fin du Crétacé, il y a environ 105 à 66 millions d'années, cette région de l'Antarctique aurait pu servir de pouponnière. Des ossements de jeunes mosasaures et plésiosaures y ont été découverts, aux côtés de ceux d'individus adultes. En Norvège, des archéologues ont réalisé une découverte remarquable en retrouvant des dizaines de flèches, cachées dans la glace depuis près de 6000 ans. Ces flèches, révélées par la fonte d'une vaste plaque glaciaire dans les hautes montagnes, couvraient une superficie équivalente à 45 terrains de football. En 2014 et 2016, lorsque les étés ont été particulièrement chauds, les scientifiques ont exploré cette zone connue sous le nom de Langfon. Ils ont également découvert de nombreux ossements et bois de renne. Certaines flèches étaient intactes, tandis que d'autres étaient fragmentées. 5 pointes de flèches ont aussi été retrouvées autour de la zone en dégel. Ce site a révélé davantage de flèches que tout autre site glaciaire dans le monde. Parmi les 68 flèches identifiées, certaines remontaient à l'époque néolithique, tandis que les plus récentes dataient du XIVe siècle de notre ère. La glace agit comme une véritable machine à remonter le temps, conservant presque parfaitement ce qui s'y trouve. Langfon a acquis sa renommée comme l'un des premiers sites glaciaires jamais étudiés, après qu'un randonneur y a découvert une chaussure en cuir vieille de 3300 ans, non loin du bord. Les scientifiques continuent d'analyser ces lieux pour comprendre leur utilisation par les humains et les changements subis par les plaques glaciaires, de la Norvège à l'Amérique du Nord, au fil des siècles. Il y a environ 32 000 ans, un écureuil a enterré des graines près d'une rivière en Sibérie. Cela évoque-t-il à d'autres des souvenirs de l'âge de glace? Ces graines appartenaient à une plante aux délicates fleurs blanches, la Silène stenophila. Des milliers d'années plus tard, une équipe de chercheurs a retrouvé ces graines profondément enfouies dans le sol gelé, à une profondeur équivalente à celle d'un immeuble de 12 étages. Les graines étaient enfouies dans la glace, entourées d'ossements d'animaux comme des mammouths, des bisons et des rhinocéros laineux.
Les graines les plus matures avaient été abîmées, peut-être par l'écureuil lui-même, mais certaines graines plus jeunes conservaient encore des tissus viables. Les scientifiques les ont minutieusement extraites et placées dans de petits récipients pour favoriser leur croissance. Et maintenant, la partie la plus incroyable. Ils ont réussi à faire pousser ces plantes. Leurs fleurs présentaient des formes légèrement différentes de celles de la même espèce qui poussent aujourd'hui. Au bout d'un an, cette plante de l'ère glaciaire a même produit de nouvelles graines. Ces résultats ont conduit les chercheurs à suggérer que le permafrost pourrait servir de réservoir d'un ancien patrimoine génétique, où des espèces disparues pourraient être retrouvées et ramenées à la vie. Des chercheurs, à bord d'un brise-glace en Antarctique, étaient à la recherche de baleines lorsqu'ils ont fait une découverte beaucoup plus surprenante. Une caméra placée derrière le navire, pesant autant qu'une voiture, a capté l'image de 60 millions de nids de poissons des glaces, répartis sur le fond de la mer de Weddell. Les nids, espacés d'environ 25 cm dans toutes les directions, s'étendaient sur une superficie de 240 km², soit légèrement plus que la taille de Washington, D.C. La colonie possédait même une limite bien définie, visible comme une ligne tracée dans le sable. Les scientifiques exploraient cette région pour étudier un site océanique particulier où l'eau était légèrement plus chaude que celle environnante. Dans cette eau réchauffée, ils ont observé de minuscules organismes, appelés zooplanctons, près de la surface. Lorsqu'ils éclosent, les jeunes poissons des glaces nagent vers cette zone pour se nourrir de zooplancton avant de redescendre vers le fond marin pour grandir et, à leur tour, se reproduire. Avec une telle abondance de nourriture, leur présence dans cette eau plus chaude semblait logique. Cependant, personne ne s'attendait à découvrir un nombre aussi impressionnant de nids de poissons des glaces, bien plus que ce qui avait été observé jusque-là. L'Antarctic Heritage Trust de Nouvelle-Zélande a découvert d'anciens négatifs dans une cabane en Antarctique. Ces clichés se sont avérés être des images rares de l'expédition du groupe de la mer de Ross, une tentative célèbre mais infructueuse menée par Ernest Shackleton entre 1914 et 1917. Son ambition était d'être le premier à traverser l'Antarctique par voie terrestre, reliant la mer de Weddell à la mer de Ross en passant par le pôle Sud. Cependant, l'expédition a pris une tournure désastreuse lorsque leur navire, l'Aurora, a été perdu en mer. L'équipe a dû s'abriter dans la cabane d'un autre explorateur, le capitaine Robert Falcon Scott, qui avait lui aussi cherché à atteindre le pôle Sud en 1972, sans succès. Les négatifs, fabriqués en nitrate de cellulose, ont été retrouvés collés les uns aux autres dans une petite boîte. Le Trust a ramené les négatifs en Nouvelle-Zélande, où ils ont été soigneusement séparés, révélant 22 images jusque-là invisibles. Bien que de nombreuses photos aient été abîmées, certaines montraient des lieux reconnaissables autour du détroit de McMurdo, une région emblématique de l'Antarctique. L'identité du photographe reste toutefois un mystère. En décembre 2021, des chercheurs ont observé une marque inhabituelle sur la plateforme de glace de Larsen, une immense étendue glacée au large de la côte est de l'Antarctique. Ils ont supposé qu'il s'agissait d'une rivière souterraine et ont foré à près de 500 mètres pour vérifier. Bien qu'ils se soient attendus à trouver de l'eau, ils ont été surpris de découvrir qu'elle abritait de minuscules créatures rapides, appelées amphipodes. Les chercheurs ont également constaté que cette rivière souterraine comportait des courants en couches, se déplaçant dans des directions inattendues et encore mal comprises. Une autre découverte étonnante a marqué leur étude. Le 20 décembre de la même année, un volcan, le Hunga Tonga, est entré en éruption, et les ondes de pression générées par cet événement ont été détectées jusque dans la rivière gelée de l'Antarctique. Cette observation illustre les interconnexions étonnantes qui lient tous les phénomènes de notre planète, même dans les régions les plus reculées. Le pôle Sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe.
Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale, émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique orientale, quant à lui,
représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvue d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensaient découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm, une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'ils le redoutaient. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsen, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsen. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsen. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de Sarsen, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de Sarsen pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de Sarsen la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de Sarsen forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues,
Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de Sarsen, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de Sarsen que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de Sarsen ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de Sarsen se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de Sarsen dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de Sarsen, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de Sarsen proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de Sarsen et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui, ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de Sarsen sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres
a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquités au l'aspect étrange et appelée « Les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde. Mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez, déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans 2 des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, à couper le souffle, et sa technologie à nul autre égale, ainsi que pour ses innombrables animaux rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leurs prodigieux accomplissements et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations.
Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres. Située dans la mer Égée, l'île de Santorini était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Cette similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces spéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient, comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi, l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. Progressons maintenant sur la carte en direction du septentrion, poursuit Monsieur Sympa. Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Oise, également connue sous le nom de Caeris, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ses sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Dahut, qui était la fille du roi Gradelon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan. Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Is avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse. Et le seul à posséder les clés de ces portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse Dahut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'il puisse pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir tout Caeris. Le roi Gradelon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Elle fut transformée en une sirène maléfique, condamnée à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradelon chevauchant son destrier. Bien que la ville d'Is ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes, vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ?» Au milieu du XIXe siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien, quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka. Le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philip Lutley Sclater. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de lémurs en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui, eu égard au fait que la terre d'origine des lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie, et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sclater ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelés les Lémuriens, lesquels avaient 4 bras et d'énormes corps, et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées. La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha, et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la Terre. C'est là que les 4 coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels.
On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi, et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la Terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'ores et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la Terre. Merci, Monsieur Sympa.